C'est l'édition du soir de ce dimanche 11 septembre 2022. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Très heureux de vous savoir nombreux à prendre ce rendez-vous de l'information sur Gulf TV Africa. Pendant environ 1 heure de temps, nous serons avec vous pour faire le tour de l'actualité au Bénin, en Afrique et dans le monde. À nouveau, bonsoir et merci de nous préférer. La commune de Grand Popo a abrité ce jeudi après-midi le lancement officiel de la campagne de sensibilisation édition 2022 dénommée Stronger Together sur la thématique éducation des filles et leadership féminin. C'est la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Véronique Toyfode Mewanou, qui a présidé la cérémonie en présence du préfet et du représentant du maire. Le point de la cérémonie dans le reportage que voici. La question de l'éducation des filles est au cœur des priorités du PAG 2021-2026. Pour preuve, le lancement officiel ce jeudi à Ilakonji dans la commune de Grand Popo de la campagne régionale 2022 dénommée Stronger Together par la ministre des Affaires sociales et de la microfinance. Éducation des filles et leadership féminin, c'est le thème de cette sensibilisation portée par le projet d'autonomisation des femmes et du dividende démographique au Sahel Souhaite Bénin avec l'appui technique de l'UNFPA. L'objectif principal est la promotion de leadership féminin à travers le maintien des filles à l'école pour leur pleine participation au développement du Bénin. Le thème de cette campagne régionale, lancée dans tous les 9 pays bénéficiaires du projet Suède, met un accent particulier sur la collaboration transfrontalière pour réduire les vulnérabilités des adolescentes et des femmes et pour renforcer la communication pour le changement social de comportement en vue de la valorisation des comportements clés de la transition démographique. Mesdames et messieurs, la campagne Stronger Together vient répondre de façon efficiente et efficace aux exigences et aux besoins des adolescentes et filles béninoises pour leur instruction, leur capacité à s'auto-employer, à exercer diverses activités génératrices de revenus et à s'investir dans le développement de notre pays pour infléchir les facteurs qui freinent leur épanouissement. Au regard des acquis de la campagne 2021, celle de cette année envisage d'impacter bien plus d'acteurs pour accroître les capacités et les opportunités économiques pour les femmes et les adolescentes. Pour cette année 2022, la campagne Stronger Together envisage d'impacter 676 acteurs renforcés autour de la thématique de l'éducation et du leadership féminin, avec la constitution de pools d'experts, relais, coachs, mentors, communautaires, pour divers usages. En outre, 3 630 000 personnes, y compris les bénéficiaires directs du projet, seront touchées par le développement d'un paquet complet et innovant d'actions auprès d'une large gamme de partenaires dans le secteur privé pour accroître les capacités et les opportunités économiques, emploi pour les femmes, pour les adolescentes. 12 forats de mobilisation des communautés sur les actions phares du projet Suède et les réalisations ainsi seront organisées. Les activités de cette campagne s'étendront sur 4 mois et tous les acteurs de la société sont appelés à s'investir d'une manière ou d'une autre pour la réussite de cette campagne au Bénin. Chères populations, mesdames et messieurs, je vous prie donc de prêter grande attention aux sages conseils de Madame le ministre et sa suite et de faire de vous-même des ambassadeurs de cette juste et noble cause afin que nous puissions améliorer et entretenir la veille autour des questions cruciales liées à cette activité de sensibilisation de masse telles que la scolarisation et le maintien des filles à l'école jusqu'au moins à la fin du cycle secondaire, l'accès à l'emploi, aux opportunités économiques et aux instances de prise de décision, l'accès aux services de santé reproductive et à la planification familiale, l'accès aux dispositions, aux voies et moyens pour lutter contre les violences basées sur le genre et les mutilations génitales féminines. Je ne saurais terminer sans vous exprimer une fois encore toute ma gratitude et tenir la fausse promesse qu'une chaîne de solidarité sera organisée en ce qui concerne le département du Mono, dont j'ai la charge,
pour la restitution et la duplication des éléments de langage dans le but d'accompagner les groupes cibles. Le projet SWED, faut-il le rappeler, vise notamment à accélérer la réalisation des droits et du plein potentiel des adolescentes et des adolescents des 9 pays bénéficiaires pour soutenir les enjeux, les défis liés à la croissance économique et aux indicateurs du dividende démographique. Le Fonds national de développement agricole, FNDA, a procédé ce vendredi 9 septembre à la signature des conventions des subventions octroyées aux promoteurs agricoles retenus. La cérémonie a connu la présence de plusieurs acteurs de la chaîne agricole ainsi que des ministres de l'Agriculture et des petites et moyennes entreprises. Compte rendu signé Spero Aoussinou et Silver Béanza. Engagé dans la dynamique de promotion de l'investissement privé au Bénin, le Fonds national de développement agricole est un instrument au service des populations, un dispositif d'accompagnement des projets structurants dans le domaine agricole avec ses 3 guichets opérationnels et des critères de sélection, martèle le directeur général du FNDA. Au titre de l'exercice 2022 et avec le soutien de la coopération suisse, le FNDA a lancé le 13 avril 2022, un appel à projet au niveau de ses guichets 1 et 2 relatif aux subventions des initiatives agricoles au profit des organisations professionnelles agricoles et au profit des micro, petites et moyennes entreprises agricoles. Nous avons ciblé 8 filières, à savoir le manioc, le riz, le maïs, le soja, le maraîchage, la pisciculture, la mangue et puis la viande et lait. Pour être éligible, il faut être une organisation professionnelle agricole immatriculée ou bien une micro, petite et moyenne entreprise immatriculée et disposant d'un registre de commerce. Pour la représentante des promoteurs agricoles venus des 12 départements, c'est une aubaine qu'offre le gouvernement et ses partenaires aux 37 entreprises agricoles pour la résorption de l'épineuse problématique du chômage. À travers vos efforts d'accompagnement et de communication, les promoteurs agricoles comprennent mieux le dispositif mis en place et ont un accès plus facile aux subventions et aux crédits. Nous, bénéficiaires, étant conscients de l'importance et de la rigueur que le chef de l'État, M. Patrice Talon, met dans la bonne gestion des ressources, devant servir à impacter positivement la communauté béninoise, tant sur le plan social qu'économique, nous promettons d'utiliser nos subventions pour des investissements prévus pour le rayonnement de nos entreprises et la revitalisation de l'industrie agricole béninoise. À tous les promoteurs, entrepreneurs, hommes comme femmes, c'est à nous qu'incombe la tâche de construire notre pays, le Bénin. En effet, 679 dossiers ont été reçus à l'issue de l'appel à candidature lancé par le Fonds national de développement agricole. L'objectif est de répertorier les entreprises agricoles afin de leur doter de subventions adéquates pour l'accroissement de leur production. Le gouvernement attache du prix au développement des entreprises et aux initiatives agricoles, ont indiqué les ministres de l'Agriculture et des petites et moyennes entreprises. Nous pouvons accroître les performances de notre agriculture sans l'investissement du secteur privé. Et c'est à ce titre que le gouvernement du président Patrice Talon a donné une nouvelle orientation et des moyens conséquents au Fonds national de développement agricole pour bien jouer ce rôle. La présente cérémonie en est un témoignage vibrant qui marque l'engagement de l'État béninois à travers le fonds à soutenir les initiatives agricoles portées par le privé. Les 7 promoteurs agricoles lauréats de ce jour bénéficieront d'une subvention, je dis bien une subvention, de 845 684 241 francs qui doivent servir
de levier pour la mobilisation d'1,591 milliard auprès des banques et systèmes financiers décentralisés. Le nombre de réponses à l'appel à projet, 679 dossiers reçus, témoigne de l'engouement suscité par ce mécanisme innovant de financement, mais également du dynamisme de l'entrepreneuriat national, notamment dans le secteur agricole. À cet égard, je voudrais féliciter chaleureusement les promoteurs agricoles retenus à l'issue de ce processus rigoureux et transparent de sélection mis en place par l'équipe du FNDA et son partenaire financier, la coopération suisse. Je vous encourage à faire preuve de sérieux et de travail acharné en vue de la bonne mise en œuvre de vos projets respectifs. Vous constituez pour nous, au niveau du gouvernement, des exemples pour la nécessaire transformation structurelle de l'économie et la prise en charge de l'épineuse problématique de la résorption du chômage des jeunes. La signature des conventions de subventions octroyées aux promoteurs agricoles est effective grâce au soutien de la coopération suisse. Le gestionnaire mandataire de l'ANIP a organisé un point de presse pour informer l'opinion nationale de la disponibilité à bonne date de la liste électorale informatisée provisoire. C'est au siège de l'agence à Cotonou ce jeudi 8 septembre devant un parterre des professionnels de médias. Flavien Zomaron et Serge Vivien Couillemont pour le compte-rendu. En se conformant aux prescriptions du code électoral, le gestionnaire mandataire de l'ANIP a donné un point de presse dans l'après-midi de ce jeudi 8 septembre au siège de la dite structure. De cette rencontre animée par Dr Cyril Goubedi, il ressort que toutes les dispositions sont prises pour que le scrutin du 8 janvier 2023 se passe très bien. Conformément aux dispositions du code électoral, à cette date, l'ANIP a l'obligation juridique d'afficher la liste électorale informatisée provisoire. Provisoire parce qu'il s'agit de la liste issue des premiers travaux et que l'on a l'obligation d'afficher, je voudrais même dire de publier, afin de permettre à la population de la consulter et donc à chacun de vérifier son adresse électorale et au besoin de faire des réclamations ou d'opérer des transferts. Le processus a été jalonné de défis parce que naguère, la liste électorale n'était pas issue de la base de données que la loi a actuellement obligé d'avoir comme référent. Pendant 15 jours, les citoyens peuvent consulter la liste électorale informatisée provisoire affichée dans tous les centres de vote ou en tapant sur Internet grâce à leur portable Android lei.anip.bj ou en tapant le code étoile 139 étoile 7 étoile numéro personnel identifiant dièse et lancer l'appel pendant la période du 8 au 22 septembre et fait des réclamations au besoin. En termes de chiffres, je peux vous dire que la population électorale potentielle, parce qu'il s'agit de la liste provisoire, affiche 6 709 888 comme population ayant l'âge de voter et donc pouvant exprimer leur suffrage. Si des dénonciations ne sont pas portées à l'encontre de certaines personnes qui figurent sur cette liste provisoire, alors que peut-être, du fait d'un empêchement juridique, elles n'auraient pas dû être retenues comme potentiels électeurs. C'est l'intérêt de la liste provisoire. Profitant de son point de presse à la question d'un journaliste,
Le gestionnaire mandataire a tenté de répondre aux audios qui ont circulé sur la toile, tendant à discréditer son institution. Je profite pour soulever un coin de voile sur une activité et une actualité déplaisante où on fait afficher des passeports des gens pour dire qu'ils ont obtenu des actes frauduleux. Si quelqu'un a la preuve qu'un Béninois s'est fait délivrer frauduleusement un acte d'état civil ou s'est fait établir une pièce d'identification et il emporte à la connaissance de l'ANIP, nous savons faire le travail. Le procureur de la République sait que l'ANIP sait faire le travail. La direction du renseignement territorial sait que l'ANIP sait faire le travail. La direction de l'immigration et l'immigration sait que l'ANIP sait faire le travail. Nous en avons envoyé déjà plus d'une centaine devant le procureur de la République et c'est sans état d'âme. Quand il s'agit de cas de fraude manifeste établi, mais quand il s'agit du citoyen aux abois de son identité qui ne sait pas, et on dit je n'ai pas trouvé mon acte de naissance, mais on m'a dit que je suis né en telle année. Et il vient, il fait le ravip avec. Quelque temps après, il revient. Il dit, ah, dans les effets de mon défunt père, j'ai retrouvé mon acte de naissance. Nous ne sommes pas métaphysiciens. Pour commencer par faire des consultations charlatanisques. Donc, nous prenons et nous regardons les actes. Nous disons, vous ne figurerez qu'une seule fois dans la base. Et si vous faites une correction une fois, vous venez une deuxième fois, on vous rejette. Si vous n'êtes pas d'accord, vous saisissez le juge. Le juge, lui, il a un pouvoir. Il rend une décision. Et il rend sa décision, la décision s'impose, l'ANIP exécute. Mais qu'on ne compte pas sur l'ANIP pour rentrer dans un jeu de modification à n'en point finir. Je voudrais terminer avec ce registre en disant qu'il y a quelques mois, nous avons travaillé avec la direction de l'immigration et l'immigration pour trouver qu'une cinquantaine de personnes se sont fait établir des documents et des passeports béninois pour se retrouver à l'extérieur. Ils sont en difficulté là-bas, ce n'est pas à l'ANIP de les sauver. Nous n'avons pas demandé à quelqu'un d'aller chercher le bonheur ailleurs pour qu'on puisse nous dire, oui, ils sont en train de mourir là-bas, c'est votre responsabilité. Non. Chaque citoyen est doté de ce qu'on appelle l'autonomie juridique pour poser des actes responsables. L'administration prend acte et met chacun devant ses responsabilités. Mais si d'aventure, on a la preuve qu'un agent de l'ANIP s'investit dans un réseau mafieux de trafic d'êtres humains par la délivrance de faux documents, si cela est porté à ma connaissance, ce n'est pas que l'agent sera sorti des effectifs, ce n'est pas seulement que l'agent sera sorti des effectifs. Je sais faire mon travail, je le poursuis devant les tribunaux. Et je l'ai déjà fait une fois dans un cas où on a eu de soupçons sur un agent. À la date du 8 janvier 2023, la liste électorale provisoire enregistre une population électorale potentielle de 6 709 888 électeurs et c'est la commune d'Abomey-Calavi qui enregistre le plus grand nombre, s'élevant à 556 860 électeurs. Notons que les transferts qui seront éventuellement demandés par les uns et les autres agiront sur les chiffres actuels à l'édition de la liste électorale informatisée définitive. L'Agence nationale de promotion des patrimoines et de développement du tourisme ANPT, en partenariat avec le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts, organise un cycle de formation et de conférences sur la sûreté et la sécurité des musées et établissements culturels. Une activité qui s'inscrit dans le cadre de la coopération muséale et patrimoniale entre le Bénin et la France. Suivez plutôt. Acteurs du secteur touristique, gestionnaires de musées, délégation de l'Agence nationale de promotion des patrimoines et de développement du tourisme ANPT, étudiants de l'École du patrimoine africain, forces de l'ordre, sapeurs-pompiers et bien d'autres, tous étaient réunis à la salle de conférence du ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts pour prendre part à cette formation. Initiative conjointe des gouvernements béninois et français, elle vise à renforcer la sécurité et la protection des patrimoines et des musées nationaux. Ce programme très complet s'inscrit dans le cadre du programme de travail commun en matière muséale et patrimoniale que l'on a signé, le Bénin et la France, en décembre 2019.
Donc ce programme-là, il vise bien sûr un tas d'objectifs en matière de coopération muséale et patrimoniale, mais il vise aussi, je vous en cite 2-3 petits passages, la mise en place de dispositifs et d'outils stratégiques adaptés en matière muséale et patrimoniale, concernant notamment la lutte contre le pillage, le vol, les fouilles clandestines ou encore le trafic illicite de biens culturels. Ce programme, il cite aussi justement la formation de formateurs, qui est une des thématiques très, très importantes, y compris en matière, par exemple, de formation technique et professionnelle au Bénin aujourd'hui en général, donc ça s'inscrit aussi là-dedans. Le programme, il prévoit aussi donc, les échanges renouvelés de professionnels et d'experts dans le domaine muséal et patrimonial, et des échanges de savoir-faire, tant entre les administrations publiques qu'entre musées et institutions patrimoniales des deux pays. Les sujets à couvrir au cours de cette conférence sont riches. Qu'il s'agit des enjeux classiques, des risques classiques en matière de sécurité et sûreté, incluant la lutte contre le terrorisme. Nous savons que le contexte rend ces thématiques importantes, mais également des problématiques de coopération entre les administrations culturelles, douanières, policières de nos institutions, les moyens de lutte contre les trafics, des discussions autour du type de biens culturels qui peuvent être soumis à ce genre de trafic, l'analyse des risques, l'installation, la qualité de nos installations. Donc hier, j'étais à Ouida, j'ai pu voir sur place les formations autour des risques incendies. Donc autant de problématiques importantes liées à sécurité et sûreté qui sont à l'ordre du jour de la conférence d'aujourd'hui. La variété des participants confirme que la réussite de notre programme muséal et de ses ambitions passe par la contribution de tous. Un programme ambitieux qui met un accent particulier sur les participants. Et pour ce faire, il est important d'avoir des ressources humaines de qualité. Les ressources humaines de qualité, c'est non seulement la formation initiale, mais aussi c'est le renforcement de capacités, c'est-à-dire la formation continue. Et ce que nous avons comme programme depuis plusieurs moments, plusieurs années avec l'École du patrimoine africain, avec les experts français qui viennent nous appuyer. Pendant plusieurs années, nous avons géré les musées à qui mieux comme on le dit. Nous les avons gérés avec le peu de professionnalisme dont nous disposons. Il est aujourd'hui temps que nous passions à la phase supérieure, à la phase de professionnalisation. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous avez la chance d'être identifié d'une manière ou d'une autre parmi ceux qui sont à même d'accompagner le gouvernement dans cette vision, dans cette ambition. Pour rappel, mercredi et jeudi dernier, la délégation des formateurs était à Ouida pour le même exercice. Ils se rendront ensuite à Abomey les lundis et mardis prochains. L'intérieur et la culture décident alors de mettre des préventions. Le Bénin, à l'instar des autres pays du monde, a célébré ce 8 septembre la 57e édition de la Journée internationale de l'alphabétisation sous le thème « Transformer les espaces d'apprentissage d'alphabétisation ». Une thématique pleine de sens qui devra interpeller les gouvernants, fait savoir Franck Sedjro, secrétaire exécutif du réseau national des opérateurs privés de l'alphabétisation. Il est au micro de Spérois Oussinou et de Janvier Elette. Le choix de ce thème nous paraît spécifique et spécial. Et je pense ce thème est aussi bienvenu parce que à travers ce thème, l'UNESCO veut demander à tous les acteurs de l'éducation, à tous les acteurs de l'alphabétisation et de l'éducation des adultes, de repenser ces espaces d'alphabétisation en vue de la qualité dans ce qui se fait. Non seulement la qualité, repenser ces espaces-là pour que l'alphabétisation soit de plus en plus inclusive, qu'on ne laisse personne en rade, pour qu'on puisse offrir
une diversité de modes d'alphabétisation, j'allais dire, afin que tout le monde puisse y participer. Vous voyez, généralement, quand vous regardez nos espaces d'alphabétisation, contrairement aux espaces d'alphabétisation d'éducation formelle, c'est comme si nous-mêmes on les minimise un peu. On se retrouve, je ne sais pas, sous un hangar, sous un arbre. Est-ce que c'est toujours attrayant pour faciliter la participation de tous? Entre-temps, nous avons eu l'avènement du Covid qui a bouleversé beaucoup de choses. Et je crois bien que c'est en fonction de ça que le choix de ces thèmes aussi a été fait, où il fallait faire en sorte que, quelle qu'en soit la situation créée par le Covid, les méthodes d'alphabétisation puissent être diversifiées pour que tout le monde puisse y participer. On peut donc, il est donc demandé de faire en sorte que, quelle qu'en soit la position qu'on occupe dans la société, qu'on offre des opportunités d'accès au cours d'alphabétisation à ces personnes qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école ou bien qui ont été très tôt déscolarisées. Et donc, il est possible donc de faire en sorte que même les bénéficiaires des programmes d'application puissent s'alphabétiser à travers le numérique, à travers les autres méthodes d'enseignement qui s'utilisent dans l'éducation formelle. Donc je crois que c'est à cela que l'université nous exhorte pour que nous puissions faciliter la diversité des offres afin que tout le monde puisse y participer de façon qualitative et quantitative. Le ministre Hervé Khekhoumé des Infrastructures s'est rendu sur les axes routiers Niki-Ndali où des difficultés ont été enregistrées ces derniers jours à cause des pluies diluviennes. Il est allé constater l'avancement des travaux de réfection et il en a profité pour annoncer la reconstruction imminente de la route Ndali-Niki. Fidèle Ezimbaba était également de la partie pour Golf TV Africa. Voici son compte-rendu. Le ministre des Infrastructures est descendu sur certains axes routiers en chantier pour constater l'évolution des travaux. Les pluies diluviennes de cette année dans la partie septentrionale du Bénin ont causé des difficultés sur des axes routiers. Des ponts ont cédé. Comme vous le savez, cette année, nous enregistrons une pluviométrie particulière, caractérisée par des pluies diluviennes d'une intensité extrême, avec pour corollaire des sollicitations de nos ouvrages, d'importantes sollicitations de nos ouvrages. Hélas, Ndali-Niki a été particulièrement sollicité. C'est même au-delà de Niki, c'est jusqu'à Tchikandou, c'est tout l'as Ndali-Niki-Tchikandou. Et donc le lundi 15 août dernier, nous avons enregistré les premières difficultés au niveau de l'ouvrage situé au PK 77, un peu avant Tchikandou, où la rampe d'accès à l'ouvrage s'est effondrée. Et donc nous nous sommes mobilisés avec la Direction générale de la CIRAT, la Direction générale des infrastructures de transport, appuyé par l'entreprise Sogia Satom. Et donc nous avons très rapidement rétabli la circulation au niveau de Tchikandou. Dès le 16 déjà, la circulation était déjà rétablie. Malgré les efforts fournis par les entreprises en charge de la réfection des ponts ayant cédé, les choses ne sont pas aussi faciles à cause de la qualité du sol, ce qui fait traîner les travaux. Aussi, puisque les pluies ne cessent pas jusque-là, d'autres ouvrages ont cédé. Le ministre et sa délégation sont venus constater la situation afin de prendre les diligences nécessaires pour que les travaux de réfection se fassent au plus vite pour le grand bonheur des usagers de la route. Et nous en étions là quand le vendredi 26 août dernier, le vendredi 26 août, nous avons enregistré l'effondrement de cet ouvrage. L'ouvrage situé au PK 43 plus 300. Et la même chose, nous avons mobilisé les mêmes brigades
l'entreprise Sogea Satom, la Direction générale des infrastructures de transport, la CIRAT, pour, dans un premier temps, rétablir la circulation. Et comme vous le voyez bien, l'entreprise est à pied d'œuvre. Sauf que ici, il s'agit d'une intervention dans une zone où nous avons un sol amorphe qui ne facilite pas les choses. Mais je crois que d'ici quelques jours, nous allons pouvoir rétablir cette circulation. Et nous avons dévié le trafic par Perere, de Biro Perere et puis de Perere à Niki. Mais là également, c'est une route en terre qui a connu des difficultés. Donc nous sommes totalement mobilisés. Le vendredi 2 septembre dernier, nous avons enregistré une alerte. Cette fois-ci, c'est une alerte, c'est une menace. Et au niveau de l'ouvrage OPK 35 que nous avons visité tout à l'heure. Et nous sommes encore déjà en train de prendre les dispositions pour juguler la situation. Pour une solution définitive afin d'éviter des situations dans ce genre, les fois à venir, le ministre annonce la reconstruction complète de la route Niki-Ndali. Le ministre a également saisi l'occasion pour aborder le cas de plusieurs autres axes routiers. Nous avons rendu compte de cette situation au chef de l'État, qui nous a instruit à l'effet d'engager la reconstruction complète de cette route. Je dois dire qu'il s'agit de situations maîtrisées. Et dans notre programme d'action au niveau du ministère, on avait déjà prévu la reconstruction de cette voie. Mais le chef de l'État a instruit à l'effet de prendre des mesures diligentes pour mettre en chantier cette route le plus tôt possible. Et donc c'est à cela que nous travaillons. Nous sommes venus faire la visite des lieux et nous allons, les semaines à venir, engager, bien entendu, nous allons laisser passer les pluies pour engager la reconstruction complète de la route avec des standards autrement plus consistants que ceci. Nous allons faire une structure de chaussée et des ouvrages qui vont répondre aux nouvelles sollicitations que nous connaissons désormais. Je dois annoncer aux populations, les maires sont ici présents, le gouvernement s'attelle à engager la construction de la route Niki-Kalale. L'aménagement et le bitumage de Niki-Kalale. Il y a Kota Kwande que nous allons commencer là également. La contractualisation est très avancée, donc bientôt nous irons lancer les travaux de Kota Kwande. Il y a une route qui fait l'objet de préoccupations actuelles et le chef de l'État nous a instruit pour la mettre également en chantier le plus tôt possible. C'est Guéné Karimama, où nous avons un ouvrage sous surveillance. Sous Guéné Karimama, nous avons un ouvrage sous surveillance et nous allons bientôt réduire la circulation sur ces tâches, notamment sur l'ouvrage en question, aux véhicules légers. C'est dire donc que les populations de cette zone du Bénin pourront d'ici là se frotter les mains d'avoir de bonnes infrastructures routières. Plusieurs maladies peuvent être transmises d'un individu à un autre par l'usage commun des tondeuses si cet outil est mal entretenu. La tondeuse est un outil susceptible de blesser le client lors de la coiffure et même si les lésions causées par cet outil restent pour la plupart du temps invisibles à l'œil nu, la proportion de contamination n'est pas à négliger. Reportage. Ils sont nombreux, hommes comme femmes, scolarisés et déscolarisés qui entrent et sortent des ateliers de coiffure chaque jour pour se faire coiffer et se rendre beau et belle. Pour ce fait, aucun coiffeur ne peut se passer de la tondeuse dans l'exercice de son métier. Elle permet d'obtenir des motifs réguliers et aussi de les sculpter dans les cheveux. On distingue la tondeuse mécanique et la tondeuse électronique qui est d'ailleurs dans les ateliers au Bénin et ailleurs. James Anagonoupe nous parle des matériels utilisés par les coiffeurs. Avant, on utilisait la tondeuse mécanique. Voici la tondeuse mécanique, que c'est ça là que on a pris pour coiffer. Et le monde évolue. On a quitté dans la tondeuse mécanique, on a rentré dans la tondeuse à fil. Comme tondeuse à fil. En quittant la tondeuse à fil, on a rentré dans la tondeuse chargeable. Et c'est ça qu'on utilisait aujourd'hui. Maintenant, ce n'est pas forcé que c'est les gens analphabètes qui apprennent ce métier.
c'est tout le monde qui apprend maintenant ce métier. Ainsi comme les étudiants, les gens qui allaient beaucoup de l'école, les étudiants consorts. Et aujourd'hui, on a la chance que notre président qui est arrivé, on a la chance que notre président qui est arrivé, il a autorisé que les écoles professionnelles, c'est ça qui va jaillir sur le pays. Et à partir de ce jour, il y a des écoles professionnelles qui arrivent comme les TCI consorts, qui forment les étudiants, les gens qui ont Bac+3. Et nous, qui n'avons pas beaucoup été, c'est nous qui formons ces gens. Donc ça montre effectivement que ce n'est pas métier du pauvre, c'est un métier que tout le monde peut faire. Et il y a les analphabètes qui font, il y a encore les gens qui connaissent le papier qui fait. D'un client à un autre, la même tondeuse est souvent utilisée sur les têtes, ce qui exige des coiffeurs un entretien et un soin particulier pour ces titres de travail. Le défaut de cet entretien expose les populations à de nombreuses maladies. Il y a les chélérodienne. C'est un mâle qui se pousse sur le derrière d'un homme. Chélérodienne. Et ce mâle-là se produit comment? Donc, si tu as acheté ou bien si tu es arrivé chez un salon de coiffure et la personne ne désinfecte bien ses instruments, ça nous contamine. Donc, à chaque moment, il faut que si n'importe client vient, il peut rester et autoriser qu'au moins on désinfecte les instruments. Et comment on désinfecte les instruments? Il y a les alcools, il y a eau de javel. Si tu n'as pas ça là, tu t'as donné un peu d'argent, tu as un stérilisateur. C'est ça qui nous permet de stériliser nos outils. Pour la santé des uns et des autres, il urge que chaque client garde son appareil avant de se rendre chez le coiffeur. Pour déterminer l'ordre de passage des véhicules, le Code de la route a établi des règles de circulation routière. En abordant un carrefour à sens giratoire muni d'un feu tricolore, des règles spécifiques s'appliquent à l'entrée et à la sortie de ce type d'aménagement. Gulf TV Africa en a consacré un élément. Le rond-point et le sens giratoire sont deux intersections qui se ressemblent beaucoup, mais qui impliquent des règles de placement et de priorité différentes. Si l'on appelle communément toute intersection rond-point, il s'agit dans la plupart des cas d'un abus de langage voulant désigner des carrefours à sens giratoire. Mais nombreux sont les usagers de la route qui ne maîtrisent pas les différents types de carrefours qui existent. Nous avions le sens giratoire de l'Étoile Rouge, le carrefour Vers de Corps, Stade de l'Amitié. Les trois carrefours, ce sont des carrefours ça. Nous avons des intersections sur la voie. Il y a deux sortes de carrefours. Et il y a le carrefour à deux intersections. Il y a d'autres, le second carrefour, c'est le carrefour où il y a 4 voies, deux petites rues et deux aussi, de l'autre côté aussi. Dans le carrefour Étoile Rouge, carrefour Skekoji, appelé carrefour Marina. Nous avons encore le carrefour Kossi. Victor Atioupe est promoteur d'auto-école. Il rappelle les normes universelles. En matière de carrefour, partout dans le monde, dans ce que nous enseignons dans nos auto-écoles, nous disons qu'il existe 4 types de carrefours ou 4 sortes de carrefours, à savoir les carrefours en Y, les carrefours en croix, les carrefours en rond-point et les carrefours en forme de T. Voilà les différents types de carrefours que nous avons. Si par le passé, les carrefours à sens giratoire sont érigés sans les feux tricolores, depuis 2016, les nouvelles routes construites bénéficient au-delà des panneaux cédés le passage des feux tricolores. Pour le spécialiste des questions de la sécurité routière, les usagers de la route doivent désormais tenir compte de la présence des feux tricolores dans leur déplacement une fois au carrefour à sens giratoire. Les gens étaient habitués par exemple à appliquer la règle de priorité à droite ou appliquer la règle de céder le passage pour ceux qui sont déjà dans l'anneau. C'est-à-dire que ceux qui sont dans l'anneau, ceux qui
entrent dans l'anneau cèdent le passage à ceux qui étaient déjà dans l'anneau. C'est ce qui se faisait. Mais aujourd'hui, avec les feux tricolores, il faut obéir simplement au feu qui s'allume. Mais malheureusement, ceux qui étaient habitués à respecter les panneaux pensent toujours que c'est cette règle-là qui doit s'appliquer. Et donc ceux qui sont dans l'anneau pensent qu'ils ont la priorité par rapport à ceux qui veulent entrer. Alors que ceux qui veulent entrer, peut-être qu'ils ont vu le feu vert allumé et ils ont désormais le droit de passer par rapport à ceux-là qui étaient déjà dans l'anneau. Voilà ce qui change fondamentalement. Donc quand on vient au feu, et quand bien même il y a les panneaux, quand le feu s'allume, il faut respecter les feux tricolores qui s'allument. Parce que c'est ça que nous avions enseigné. À partir du moment où les feux sont en jeu ici, on ne peut plus dire qu'on veut respecter les anciennes règles applicables, comme par exemple céder le passage pour le panneau triangle pointe en bas ou le panneau qui dit carrefour à sens giratoire. Il faut simplement respecter les panneaux. Ceux qui sont dans l'anneau doivent céder le passage à ceux qui veulent entrer si le feu vert est allumé à ces derniers. Aux usagers, c'est de comprendre qu'il faut aller à l'auto-école, apprendre les règles de priorité aux intersections, plus précisément à ces types de carrefours, parce que les feux tricolores étant là, il faut obéir aux feux et respecter les règles du jeu pour qu'il n'y ait pas d'accident. Le carrefour à sens giratoire étant une intersection comportant un terre-plein circulaire infranchissable qui se contourne par la droite, les usagers entrants doivent céder le passage aux conducteurs déjà présents dans l'intersection. Les informations hors de nos frontières à présent. Nous démarrons tout de suite par quelques infos en bref. L'Algérie a procédé à une nouvelle vague d'expulsion d'Africains subsahariens. Près de 800 migrants, principalement des Nigériens, ont été renvoyés cette semaine vers le Niger. Ils se retrouvent actuellement à Agadez, dans le nord du pays. Parmi eux, plusieurs dizaines de mineurs isolés ou séparés de leur famille. Une autre information en bref, ce dimanche, plus de 7,5 millions de Suédois sont appelés aux urnes pour des élections législatives. Dans un contexte de crise internationale et alors que la Suède attend d'intégrer l'OTAN, ce scrutin s'annonce serré et le parti d'extrême droite des démocrates est en embuscade. Les Suédois doivent choisir entre deux blocs, deux coalitions, celle emmenée par les sociodémocrates et sa chef de file, la première ministre sortante Magdalena Andersson, et celle emmenée par le chef des modérés, le conservateur ULF Kristersson, qui, pour la première fois dans l'histoire de sa formation, se dit prêt à s'allier au parti d'extrême droite des démocrates de Suède dirigé par Jimmy Åkesson. La milice populaire de Donetsk affirme avoir éliminé fin août une unité des forces spéciales ukrainiennes près du village de Gorlovka dans le Donbass. Notre chaîne partenaire RT France a rencontré le 10 septembre le chef d'une unité de reconnaissance de la milice de République populaire de Donetsk et a pu voir des équipements que son groupe dit avoir récupérés sur les forces ukrainiennes neutralisées. Ce matériel, selon le responsable de la milice populaire, devait notamment être utilisé pour des actes de sabotage et des attaques terroristes. L'opération commence le 26 août dernier quand un peloton de reconnaissance de la milice populaire a intercepté et éliminé une unité des forces spéciales ukrainiennes près du village de Gorlovka. Parmi les membres de cette unité commando, un éminent nationaliste ukrainien, Vyacheslav Matveyev, commandant adjoint pour la reconnaissance du 5e régiment de la 1re brigade présidentielle. La vidéo issue de sa caméra corporelle ainsi que d'autres pièces à conviction ont démontré que l'Ukraine était en train d'envoyer un autre groupe commando dans le secteur. 3 corps appartenant aux forces ukrainiennes ont été retrouvés à l'issue du combat, dont l'un avait sur lui du matériel explosif d'une quantité équivalente à 5 kg de TNT. Selon les services de renseignement de la République populaire de Donetsk, la milice populaire a mené ici dans le Donbass une opération de 15 jours
et a éliminé 2 groupes des forces spéciales ukrainiennes qui envisageaient procéder à des attaques terroristes sur le territoire de la République. Je vais parler au chef de l'unité de reconnaissance qui a activement participé à l'élimination de ces groupes. Il va me montrer les équipements de ces unités des forces spéciales ukrainiennes. Ce type d'équipement est utilisé pour faire exploser des sites, faire sauter des ponts, des véhicules, voire des personnes. Cela a été retrouvé dans un sac d'un militaire du groupe du commando des forces armées ukrainiennes qui portait le pseudo Tigre. En tout cas, là où ce groupe a été éliminé, il y avait là-bas des civils, des infrastructures. Et cela aurait pu être utilisé contre des personnes qui se trouvaient à nos côtés, des civils. Une simple recherche sur Internet vous indiquera que ce type d'explosif plastique est régulièrement utilisé par le génie civil, mais pas par des militaires sur le front. Quel était l'objectif de ce groupe ukrainien ? Il est difficile de le dire aujourd'hui car ils ont tous été éliminés. Cependant, tout ce matériel dit aux experts qu'ils voulaient mener des actes de sabotage, peut-être des attaques terroristes pouvant amener à de nombreuses morts. Terrorist acts that could have resulted in the deaths of many people. Les dîners en plein air ont joué un rôle déterminant dans la survie de l'industrie de la restauration durant les pires moments de la pandémie de Covid-19, alors que les espaces intérieurs étaient fermés ou leur accès fortement limité. Aujourd'hui, la ville de New York examine la possibilité de rendre permanentes les terrasses sur les trottoirs, et ceci malgré les plaintes déposées par des résidents qui affirment que la vie nocturne bruyante dérange les communautés locales. Images son. Le plaisir du plein air en plein cœur de la métropole. Les dîners en plein air sont devenus un incontournable de la vie new-yorkaise. La pandémie a vu un véritable essor de la reconversion des espaces publics en espaces réservés à la restauration. New York est une ville où l'on aime observer les gens et ceci permet de le faire. Il n'a fallu que 15 minutes à Michael Ford pour obtenir un permis gratuit pour emménager une terrasse en plein air dans la ville. Il ne lui a fallu qu'un peu plus de temps pour construire lui-même la terrasse. Même si les autorités municipales ont levé les restrictions relatives à la pandémie, il voit un avantage à conserver ces places en plein air. Bien évidemment, nous espérons qu'ils le maintiendront à la fois en tant que propriétaire d'un commerce, mais aussi en tant qu'habitant de la ville. Nous l'aimons et lorsque nous sortons manger, nous cherchons des endroits agréables à l'extérieur pour s'asseoir. Mais tout le monde le voit de cette façon. Suite à des plaintes concernant le bruit et les infestations de rongeurs, la ville a commencé à renforcer les règles et a ordonné le retrait de certains de ses abris temporaires les plus élémentaires. Elle a également mis en place un groupe de travail chargé de définir de nouvelles directives pour les restaurants qui souhaitent conserver leur espace extérieur. Tania Bonner fait partie d'un groupe qui poursuit la ville en justice, affirmant que les dîners en plein air représentent une nuisance publique. C'est un club dans la rue sur la propriété publique et il n'y a aucune réglementation, aucune responsabilité. Et c'est un problème. Je ne comprends pas comment les gens vivent là. Je ne pourrais pas vivre au-dessus. Ce serait impossible. Selon les urbanistes, le défi consiste désormais à trouver un équilibre. J'ai presque l'impression que nous sommes allés trop loin pendant la pandémie et qu'il n'était pas possible d'avoir autant d'espace servant à la restauration dans les rues. Mais maintenant, nous sommes peut-être allés trop vite pour revenir au statu quo d'avant la pandémie, en perdant peut-être certaines des choses que nous avons gagnées entre-temps. Mais il faudra encore des mois avant qu'une décision soit prise concernant la suppression de l'expérience en plein air dans la ville de New York. Le ministre des Affaires étrangères de la République fédérale du Nigeria en visite au Mali. Porteur du message de son président Mahamadou Buhari à son homologue malien, il a été reçu en audience à Koulouba par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. À sa sortie, le diplomate s'est exprimé au micro de nos confrères de la radio-télévision malienne.
Je voudrais ici rappeler et rassurer notre opinion que la mise en œuvre du plan d'action gouvernemental demeure la seule boussole du gouvernement, en particulier durant cette période d'intérim. Donc en fait, les objectifs ne changeront pas. Pour plus de précision, nous avons un plan d'action gouvernemental qui a été présenté par le Premier ministre, le Dr Shogel Kokala Maïga, devant le Conseil national de transition, validé par notre organe législatif. À titre de rappel, ce plan d'action gouvernemental a été élaboré à partir de la lettre de cadrage de son Excellence le colonel Assimi Goïta. J'ai apporté des messages de la part du président Mohamedou Buhari. Et d'abord, il a envoyé ses meilleures salutations au président de la transition. Et en plus, il a indiqué ses meilleurs souhaits pour la paix et le développement de Mali et pour soutenir le processus de stabilisation de Mali et la solidarité du Nigeria dans ce processus, dans le cadre de CEDEAO, et exprimer aussi sa satisfaction avec le progrès en cours. Et il a aussi noté la détention de quelques soldats ivoiriens dans le pays et essayer aussi de voir comment il peut faciliter que la paix règne entre les deux pays, le Mali et le Nigeria, par le même défi terroriste, et il y a cette coopération dans le cadre de ces deux organisations, CEDEAO et l'Union africaine. Entretien exclusif accordé à la radio-télévision malienne par le Premier ministre par intérim, le colonel Abdoulaye Maïga. Il rassure qu'il n'y aura pas de changement de cap. Le travail gouvernemental pendant la période intérimaire s'inscrit dans la continuité avec la mise en œuvre du plan d'action du gouvernement présenté par le Premier ministre Shogel Kokala Maïga devant le Conseil national de transition. Nous vous invitons à suivre ici le Premier ministre par intérim, le colonel Abdoulaye Maïga. Beaucoup de précautions que je parlerai de ce dossier. Rappelons-le qu'il est un dossier judiciaire. Je ne parlerai pas du volet judiciaire. Et nous respectons l'indépendance de la justice. Mais je voudrais juste dire notre opinion que la mise en œuvre du plan d'action gouvernemental demeure la seule boussole du gouvernement, en particulier durant cette période d'intérim. Donc en fait, les objectifs ne changeront pas. Pour plus de précision, nous avons un plan d'action gouvernemental qui a été présenté par le Premier ministre, le Dr Shogel Kokala Maïga, devant le Conseil national de transition, validé par notre organe législatif. À titre de rappel, ce plan d'action gouvernemental a été élaboré à partir de la lettre de cadrage de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Et ce PAG comporte, à titre de rappel toujours, 4 axes, à savoir le renforcement de la sécurité sur l'ensemble du territoire national, les réformes politiques et institutionnelles, l'organisation des élections générales, la promotion de la bonne gouvernance et l'adoption d'un pacte de stabilité. Dedans, nous avons 9 objectifs, 64 actions et 108 indicateurs. En tout cas, jusqu'à présent, je voudrais encore une fois rassurer notre opinion que notre volonté dans la mise en œuvre de ce PAG demeure intacte et nous le ferons de manière très acharnée, bien entendu avec beaucoup de conviction. Je pense que le premier principe de cette inclusivité, c'est la transparence et la sincérité. Il est très important de mettre tous les sujets, même les sujets les plus fâcheux, sur la table. En tout cas, l'instruction que nous avons reçue de la part de son Excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, c'est d'atteindre tous les objectifs qui nous ont été assignés dans le plan d'action gouvernemental en réunissant
les fils et les filles du Mali. Compte tenu de cette recherche, fait qu'il y ait un principe constant, l'inclusivité et la recherche du consensus, le gouvernement a la double obligation de continuer à rassurer ceux qui ont fait confiance, en tout cas ceux qui croient et ceux qui sont convaincus par la démarche de la transition. Et nous devrons mériter cette confiance en posant des actes très concrets qui s'inscrivent justement dans la refondation du Mali. En revanche, nous savons, en tout cas c'est notre point de vue, qu'il n'y a pas d'opposant à la transition. Nous avons des compatriotes qui doutent, qui ont des interrogations. Nous avons besoin de les rassurer. Nous avons également besoin de l'accompagnement de nombreux Maliens qui sont convaincus par la marche et par les objectifs de la transition. Ainsi se referme l'édition du soir de ce dimanche 11 septembre 2022 sur Gulf TV Africa. À la réalisation, Orience Romao, merci de votre attention et de votre fidélité à nos programmes. Belle soirée dominicale à chacun et à tous, en compagnie bien sûr des programmes de Gulf TV Africa. Ici, l'information, vous le savez, reste en continu. Au revoir et très bonne semaine à chacun et à tous.